Chers amis internautes, bonjour, merci de nous retrouver sur Voile News. Aujourd'hui, nous vous proposons un sujet exceptionnel. Nous sommes à Rochefort pour vous présenter la reconstruction de l'Hermione. Pour nous en parler, Laurent Darol. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, expliquez-nous un petit peu où en est aujourd'hui l'Hermione. Alors, en fait, on est en train de terminer une phase, la phase principale de construction du navire, qui est la construction de la coque, puisque le bordage de chlore est en train de se terminer dans les prochains mois. Et donc, l'ensemble du flotteur va être terminé quasiment d'ici la fin de l'année 2010. Effectivement, quand on le visite, on voit déjà que toutes les peintures sont pratiquement faites partout. Alors on a commencé effectivement des travaux de finition en parallèle des fins des travaux de charpente. On a commencé des travaux de finition, de peinture, de cloisonnement, d'aménagement intérieur et divers autres travaux d'accastillage qui sont bien au-delà de la charpente proprement dite du bateau. Alors rappelez-nous, l'Hermione c'est un bateau qui fait quelle longueur et quelle largeur ? Alors c'est un navire qui fait 45 mètres de ligne de flottaison. En longueur hors tour, on est quasiment à 65 mètres. Et avec un tirant d'air, donc un mât de 47 mètres au-dessus de la flottaison. 47 mètres, mais il y aura plusieurs mâts. Alors il y a 3 mâts, le grand mât fait 47 mètres, donc il y a 3 mâts, c'est un bateau avec 2200 mètres carrés de voile, donc c'est un très très grand voilier de à peu près entre 1000 et 1100 tonnes de déplacement. Effectivement, c'est une surface de voilure énorme. Donc vous m'expliquiez tout à l'heure que dès qu'il y avait un petit peu de vent, il fallait qu'on rentre certaines voiles parce que le bateau était déjà surtoilé. Ouais, ce qu'il faut voir, c'est que c'est des vrais bateaux de course. C'est des bateaux des frégates qui servaient à aller chercher l'ennemi au loin, et ils faisaient vraiment de la course au sens historique du terme. Ce qui fait qu'ils avaient 2200 mètres carrés de voilure de route, mais ils avaient au-delà de ça plus de 1000 mètres carrés de voilure pour le tout petit temps. Maximum 6-7 nœuds, et puis après on commençait à réduire pour essayer de gagner dans le vent, enfin en tout cas gagner quelques milles avec les moindres risées. Pourtant c'est un bateau lourd parce que c'était quand même un bateau très renforcé au niveau de sa structure pour résister aux boulets. Absolument, c'est un bateau de guerre qui porte 26 canons de 12 livres, donc c'est un vrai bateau armé jusqu'aux dents, mais qui est quand même un bateau très rapide, puisque les journaux de bord indiquent assez facilement des allures au-dessus de 10 nœuds, 12 nœuds, 13 nœuds régulièrement. Alors faites-nous rêver un petit peu. Maintenant, quand on visite le bateau, on peut voir la cabine du pacha, la cabine du commandant, on peut voir la cabine de l'aumônier où avec la petite grille on peut faire sa prière. Il y a des choses amusantes qui commencent à apparaître sur ce bateau. Ben oui, c'était toute une vie à bord sur ce bateau. Donc évidemment, il y a des cabines pour les officiers supérieurs, donc la cabine de Monsieur de Lafayette, la cabine de son aide de camp, la cabine du commandant, la cabine du second, et puis un certain nombre d'autres cabines, dans la cabine de l'aumônier, effectivement, avec la petite grille pour que toutes les personnes à bord puissent se confesser. Alors expliquez-nous, en bas de chacune des cloisons, on voit des petites clés qui se retirent, parce qu'en fait les cloisons étaient amovibles de ces cabines. Voilà, dans le pont de batterie, tout l'arrière de l'aménagement, c'est un aménagement qui est démontable, puisqu'en fait les canons vont jusqu'à l'arrière du pont de batterie, y compris dans les logements des officiers supérieurs, dans les logements VIP en quelque sorte. Et donc quand il y avait un gros branle-bas de combat, on enlevait tout, on démontait tout, y compris le parquet, pour se battre. Même le parquet était démonté. Même le parquet était démonté, absolument, pour disons se battre dans des conditions plus confortables. Je mets des guillemets mais en tout cas dans des conditions efficaces pour pouvoir se battre efficacement. Et puis également pour pouvoir, je dirais, remonter ces cabines à peu près proprement après le combat, quoi. Donc ça c'est le pont de combat, et en dessous il y a un autre pont où dormait l'équipage. Et là il y a quelle hauteur? Ça fait combien? Ça mesure combien? Alors on est sur un pont avec très peu de hauteur, on a environ 1,50 m sous les baux, ce qui est très bas. Alors là c'était un pont qui était, où tous les matelots dormaient, il y avait 150 hamacs dans ce pont, le tout mélangé avec les moutons au milieu qui étaient gardés au chaud également pour faire un tout petit peu de viande fraîche pendant les campagnes. Donc c'était des conditions de vie assez dures, on peut le dire. Et en plus c'était des hamacs qui étaient partagés, enfin l'emplacement était partagé par 2 personnes. Voilà, il naviguait par bordée, c'est-à-dire que la moitié de l'équipage dormait, ou se reposait pendant que le reste de l'équipage faisait naviguer le bateau. Donc grosso modo, ils étaient 300 à bord, 150, et il n'y a pas 300 places. Donc ça veut dire qu'il y a à peine la place de serrer 150 hamacs. Donc quand on a terminé son quart, en tout cas quand on a terminé sa nuit, on replie son hamac et son collègue vient accrocher son hamac à son emplacement. Et les hamacs, vous allez les remettre en place, hein ?
Alors oui, l'idée c'est qu'on réutilise, disons qu'on recrée des hamacs pour dormir pour l'équipage qui sera à bord, qui sera moins nombreux quand même. Alors, vous nous avez expliqué que ce bateau est un monstre, une cathédrale de toile. Et pour remonter l'ancre, on s'y prenait comment? Quel était le système et il fallait combien de personnes? Alors la remontée de l'ancre, c'était une opération délicate puisque c'est des pièces très lourdes, les ancres, hein, surtout à l'époque on était avec des ancres à jas, donc des ancres encore plus lourdes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc l'ancre sur un bateau comme celui-là fait 1,8 tonnes. Et donc il fallait 90 personnes pour remonter l'ancre, une soixantaine de personnes au cabestan, tout un système de tournevis pour accrocher le câble d'encre, le tout pour aller tirer sur un câble d'encre qui fait 130 mm de diamètre. Donc on est quand même sur des dimensions énormes, difficilement imaginables aujourd'hui. Laurent, vous avez une petite anecdote à nous raconter un peu sur la construction du bateau? Les anecdotes, il y en a beaucoup. Une des difficultés énormes qui a été permanente sur ce bateau jusqu'à présent en charpente, c'est de trouver des bois dont le fil est dans le bon sens par rapport à l'usage dont on a besoin, et quelquefois avec des courbes très importantes. Et alors ça nous est arrivé, c'est arrivé à l'entreprise de charpente de très nombreuses fois de devoir recommencer une fois, deux fois, trois fois une pièce, alors qu'elle était quasiment taillée, parce qu'au dernier moment on s'aperçoit qu'il y a un nœud au milieu qui rend impropre l'usage de la pièce. Alors la coque aujourd'hui est pratiquement terminée, hein, dans 3 mois vous m'avez dit que c'était fini. Alors quelles sont les étapes à venir? Alors il y a des étapes d'équipement de la coque, je dirais par des éléments périphériques, comme par exemple les bouteilles qui étaient les toilettes du bord, enfin pour les officiers uniquement, les toilettes du bord. Donc ça c'est des excroissances en quelque sorte qui sont à l'arrière, à côté du tableau arrière, qui vont être fabriquées à partir de cet automne. D'autres éléments divers périphériques, et puis surtout ce qu'on va commencer maintenant, c'est les équipements qu'on a appelés contemporains, c'est-à-dire qu'au-delà de la construction du navire historique, on va faire naviguer ce bateau, et donc on a des contraintes à la fois de sécurité mais aussi d'hygiène pour les gens qui sont à bord, qui fait qu'on va quand même être obligé de mettre un petit peu de contemporain à bord pour pouvoir être dans des conditions de vie et de sécurité raisonnables. Alors, je crois qu'aujourd'hui vous êtes également dans la phase de la fabrication des voiles. Absolument, donc démarre la fabrication des voiles. On vient de signer aujourd'hui le marché voile avec un groupement de 3 voileries, dont la voilerie Incidence à La Rochelle, la voilerie Anne Renault à Foura, et puis la voilerie Burgot à Noirmoutier. Donc ça c'est une étape très importante. Pour accrocher ces toiles, il faut des mâts et du gréement. Donc c'est des opérations qu'on est en train de préparer et qui vont se lancer aussi cet automne. Alors il y aura combien de voiles? Alors la voilure de route c'est 18 voiles, ce qui représente environ 2200 mètres carrés qui vont être réalisées. Donc ça c'est 18 voiles en lin, que l'on refait dans les matériaux historiques, en lin avec un ralingage en chanvre. C'est-à-dire que la voile est bordurée tout autour avec un bout en chanvre d'assez grosse section. Et autour de ces voiles, il y aura encore d'autres voiles de petit temps? Alors pour l'instant on n'a pas programmé les réaliser tout de suite, puisque ça représente des investissements lourds, et puis également c'est des voiles qui sont quand même délicates à manier, donc pour le moment on n'a pas programmé de réaliser ces voiles, mais un jour viendra où on les fera. Donc on rappelle que ce chantier est à Rochefort. Il y en a encore pour combien de temps de construction? La mise à l'eau est programmée pour la fin de l'année 2011, donc ça va bientôt venir. Et puis normalement, on espère pouvoir faire les premiers essais en mer à partir de septembre-octobre 2012. Donc voilà, dépêchez-vous de venir voir ce bateau en construction, c'est vraiment magnifique et une très belle page d'histoire. Merci Laurent pour toutes les informations. Merci beaucoup.